bonjour. Bonjour Anne. Je suis en train de rire parce que cette musique n'est pas exactement... Pour étiqueter ce qu'il est convenu d'appeler un fantaisiste. Oui, c'est un petit peu lugubre, mais enfin je pense que le contraste... Mais c'est joli, c'est joli. Oui, c'est joli. C'est joli. Oh, c'est une chose que j'ai composée dans la nuit, vous savez, comme ça, au hasard. Bon, je crois que c'est totalement inutile de vous présenter. D'ailleurs, qu'est-ce qui est écrit sur votre carte d'identité? Vous êtes comédien, auteur? Sur ma carte... Oh non, je ne demande pas vos papiers. Là, je ne sais même pas parce que c'est pas admis sur les cartes d'identité. Oh non, non, je dois avoir une fausse profession. Bon. Auteur-acteur, on dit généralement auteur-acteur. Auteur-acteur. Voilà. Bon, alors j'accueille aujourd'hui un auteur-acteur. Alors, bon, on va regarder un petit peu, parce qu'on a été vous filmer dans votre loge et sur scène. Mais vous m'avez filmé, non? Oui. C'est fou, hein. Avec le matériel, je me suis aperçu de rien. Avec le matériel léger, c'est du matériel japonais, on voit plus rien. Voilà, on voit plus rien. On voit même plus les techniciens. Oh, c'est extraordinaire. Ils sont pourtant pas japonais. Bon, en un mot, l'intrigue de la pièce, pour qu'on soit pas perdu quand on va regarder l'extrait, là. Oh, l'intrigue de la pièce, elle est très simple. Vous savez, nous en revenons au fameux triangle de la comédie française, américaine, italienne ou anglaise. C'est-à-dire le mari, la femme et une jeune personne. Le mari étant un homme d'une cinquantaine d'années. Disons les choses, c'est pour ça que je me suis écrit la pièce. Ramène chez lui une jeune fille qu'il a quand même trouvée à Saint-Germain-des-Prés en se promenant, en profitant du départ de sa femme pour les vacances de Pâques. Pour les vacances de Pâques. Voilà. Et puis la femme revient. Oui, c'est toujours comme ça. Et il est obligé de s'embarquer dans un mensonge qui va présenter pour lui un état infernal pendant 3 jours. Voilà. Bon, alors donc Gilles Daude vous a suivi au théâtre sans que vous en aperceviez, dans votre loge et sur scène, et on va vous y suivre aussi. Ah, mais je savais que je me ferais piéger, déménager vite. Regardez-moi ça, bon Dieu, reboutonnez. Quoi? Reboutonnez le chemise, reboutonnez, jusqu'en haut. Mettez un pas jusqu'en haut. Mais mettez une épingle, les bruits de vous. Vous qui n'aimez pas les situations conventionnelles, vous êtes servi, là. On enverra les téléspectateurs voir Joyeuse Pâques. C'est bien de me repasser ça l'après-midi parce que ça me rafraîchit la mémoire. Oui, pour ce soir, voilà. C'est intéressant, oui. Alors, Françoise Fabian, Odette Laure, Martine Kelly, que nous venons de voir dans ces extraits, plus d'autres. Plus d'autres dans une mise en scène de Pierre Mondy, un décor d'André Levasseur, que vous avez pu... Et une comédie de Jean Poiret. Voilà. Bon, je sais que vous êtes très très pudique, vous n'aimez pas parler de vous. Et moi, pudique à quel propos? À propos de vous. Ah oui, mais le reste, je croyais que vous alliez me proposer de faire des choses. Ah non, non, le reste, je suis pas capable de juger. De toute façon, non, je ne parle que de votre biographie. Alors, je sais que vous n'avez pas beaucoup parlé de vous, mais j'aimerais bien quand même qu'on en dise 2 mots. Oui. Vous avez l'air inquiet. Vous souhaitez commencer comment? Je ne sais pas. Vous me demandez ce que vous voulez. Bah voilà, je vous demande si vous êtes d'un milieu de comédien. Je sais déjà que non, mais autant le faire savoir à tout le monde. Mon père était tout ouvrier verrier, ma mère était comptable d'abord et ensuite mère de famille. Et on se consacrait à moi enfant unique. Ah, il y a des esprits, hein. Oui, il y a des esprits frappeurs. Il y a des esprits frappeurs, oui. C'est comme dans Fédo, ça, oui. Ils ponctuent vos interventions. C'est bien. Et vous aviez pas tellement envie d'être comédien, vous vouliez d'abord être croque-mort. Non, c'est ce que j'ai lu dans les dossiers bien faits. Non, la vérité, c'est que j'avais envie d'être comédien. J'ai toujours eu envie d'être comédien parce que c'était suscité justement par l'endroit où j'habitais. Les fenêtres de ma chambre donnaient sur l'église Saint-Dominique et je voyais en permanence le porche de cette église tendu de noir pour les enterrements, bien entendu, écussonné d'argent, ou bien tendu de rouge et de blanc pour les mariages. Et c'était pour moi la préfiguration d'une scène avec le parvis et... Drôle de scène. Et j'avais envie d'être comédien. Ce sont mes parents qui ont interprété mes goûts, qui disaient cet enfant a le goût des pompes funèbres. Et ils avaient des amis dans les pompes funèbres. Ils disaient c'est un métier très lucratif, c'est très bien, poussons-le là-dedans. Et il me disait au départ, aie un bon métier, sois dans les pompes funèbres et après tu feras du théâtre si tu en as envie. Voilà. Oui. Oh, j'avais des idées très très gaies parce que je prenais dans la chambre de mes parents, je prenais les petits coussins qui étaient sur le lit et je les mettais comme des couronnes, comme des gerbes au pied comme sur un catafalque. Charmant enfant. Un catafalque, j'ai toujours eu des idées gaies, oui.
Bon, donc vous n'avez pas été dans les pompes funèbres, vous avez joué la comédie. Mais j'y serai peut-être un jour, je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir. Hein. Et vous avez débuté sur scène dans Madame sans gêne où vous jouiez le rôle d'un tambour. Je ne jouais pas Madame sans gêne. Non, ça je crois qu'on s'en doute. Pour plus tard, on verra après la cage aux folles, peut-être que je pourrais me permettre de jouer Madame sans gêne. Non, je jouais Madame sans gêne, je jouais un rôle très court, c'était pendant l'occupation, ça me permettait d'avoir le dernier métro, j'entrais en scène à 6h et à 6h30 secondes j'en étais sorti. Qu'est-ce que vous faisiez? Je jouais le petit tambour qui s'appelle Vinaigre et je venais annoncer au prologue de Madame sans gêne la prise des Tuileries. Ah, quand même. J'avais une réplique, réplique, on m'attendait quand même, mais enfin l'action se situait en dehors de moi par la suite. Et qui faisait Napoléon? Napoléon, c'était une chose assez rare parce que c'était Henri Varnat qui était le directeur de la Renaissance où se jouait Madame sans gêne. Et Henri Varnat, qui était un homme de spectacle et qui a inventé beaucoup de choses, était sur le plan de la comédie et surtout dans Napoléon une curiosité. Oui. Voilà. Bon, nous n'en dirons pas plus. Voilà, c'était un petit peu, imaginez peut-être Roger Perfit avec un petit fond d'accent, Jean l'Empereur, enfin c'était... Roger Perfit avec l'accent corse. Avec un fond d'accent. Bien. Bon, alors je passe très vite parce que la biographie, elle n'est pas exhaustive. Vous avez été chansonnier, vous avez fait beaucoup de choses et puis vous avez rencontré un beau jour de votre vie en 53, si ma mémoire est bonne. J'ai rencontré Michel Serrault. Michel Serrault. Bon, et là... Et ça a été le coup de foudre. Ça a été le coup de foudre. Et le tandem a démarré, des sketchs que tout le monde connaît, une suite de carrière dont on reparlera tout à l'heure. Vous savez, le tandem a démarré, on démarrait à l'époque dans le domaine du cabaret comme on démarre maintenant au café-théâtre. Vous savez, c'est à peu près la même démarche. C'est que bon, nous étions de jeunes comédiens, nous attendions les propositions d'auteurs de théâtre ou de metteurs en scène de cinéma. Il fallait nous faire connaître. Le mieux, c'était de se prendre par la main et de faire quelque chose. Et nous avons débuté comme débutent maintenant les équipes au café-théâtre, c'est-à-dire dans des lieux où on pouvait un petit peu se promouvoir. Alors le théâtre, c'est des pièces de boulevard qui vont de Feydeau à Poiret. Alors je vais pas vous. Merci de me mettre dans la même. Oui, je mets j'analyse votre répertoire. Là. Oui. On va pas revenir 100 fois sur la question sur boulevard, est-ce du théâtre comme un autre, etc. C'est pas ça qui m'intéresse. Parce que je crois que ça a déjà fait l'objet de controverses de gens érudits. Oui, de pas mal de tables rondes. Et puis je crois que c'est un sujet un petit peu, ça c'est comme la tauromachie. Oui. On ne départage jamais. Absolument. Mais il n'y a aucune chance qu'on vous propose jamais maintenant de jouer Iago dans Othello. Je sais que c'est votre reste secret. Il n'y a aucune chance, pourquoi pas. Est-ce que vous n'êtes pas définitivement marqué par le comique, ça vous, finalement? Il faudra peut-être que je change de nom. Oui. Et que je me fasse faire quelques interventions de chirurgie esthétique, c'est possible. C'est possible. Effectivement, il y a le problème, ça on peut en parler aussi longuement, il y a le problème que ce soit pour un comédien, que ce soit pour un comédien, que ce soit pour un auteur, mais peut-être plus pour un auteur que pour un comédien. Il y a le problème des étiquettes en France, ça c'est certain. Dès qu'on est catalogué, on s'en sort difficilement. Oui, c'est bien évident. C'est au fond ça que je voulais vous demander. Quant à jouer Iago, oui, c'est peut-être même une affaire que je pourrais susciter moi-même. Ça a un avantage, Iago, c'est que c'est un personnage sans âge. C'est un traître. Les traîtres n'ont pas d'âge. Absolument. Est-ce que vous faisiez rire quand vous étiez à l'école, à l'armée, dans votre famille? Vous faisiez rire? L'armée, je ne sais pas tellement. On ne sait pas. On ne sait rien. Dans les chambrées, peut-être que vous faisiez rigoler beaucoup. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, j'ai pas. Puis j'étais, vous savez, la période que j'ai passée dans l'aviation, car j'ai quand même fait mon service dans l'aviation, à Salon de Provence, comme bibliothécaire, mais dans l'aviation quand même. J'avais pas tellement l'esprit à la rigolade, voyez-vous, le fait de porter l'uniforme ne me faisait pas sauter de joie. Alors disons à l'école ou chez vous en famille Non, à l'école, non, pas spécialement. Non, c'est après, j'ai dû me libérer d'une certaine façon, ou peut-être penser que le comique ou une façon de prendre du recul sur la vie était salutaire, vraisemblablement. Je sais pas, il y a eu un déclic plus tard. C'est très bon quand même, Feydeau. Hein. C'est amusant, à jouer. Vous avez pris du plaisir à jouer ça?
Oui, parce que c'est un texte absolument plein. Oui. C'est un texte charnu. C'est un texte effectivement qu'on a de la joie à jouer et qu'on doit avoir surtout beaucoup de joie, encore beaucoup plus de plaisir à jouer en scène. C'est un théâtre et je crois que c'est ce qu'a très bien réussi Guy Seligman, parce que Feydeau savait en écrivant, connaissait les réactions, pressentait les réactions du public, savait exactement plus qu'un autre auteur comment se situaient les réactions, comment se situaient les rires, et ça faisait partie de la ponctuation. Alors effectivement, quand on joue certains Feydeau sans public à la télévision, c'est un petit peu délicat, et je crois que justement le mérite de Seligman, c'est d'avoir retrouvé le rythme dans le montage, d'avoir retrouvé le rythme haletant de Feydeau. Alors quand on pense à vous, on pense à l'énorme succès aussi qu'a été La Cage aux Folles. Bon, ça vous colle à la peau, que vous le vouliez ou non. Oui. Pièce qui s'est jouée 7 ans, que vous avez joué 4 ans, je crois, avec Michel Serrault, dont il a été tiré 2 films. Enfin, le premier film a été tiré de la pièce. Oui, et le deuxième, c'est une suite. Oui, nous en avons fait un. Vous êtes co-scénariste avec Francis Weber. Avec Francis Weber, en partant des personnages, enfin des 2 personnages de La Cage. C'est une histoire totalement spécifique pour le cinéma, bien entendu, beaucoup plus que le premier. Alors un succès pareil, ça fait évidemment très plaisir, mais on a un peu peur de décevoir après, non? Vous êtes sorti prisonnier du succès, parce que quand on a fait un tel succès, on se dit, est-ce que j'arriverai à recommencer la même chose? De décevoir, non. Je crois d'abord que bon, il ne faut pas du tout tabler sur le succès de La Cage aux Folles. C'est un petit peu insolite dans une carrière. Vous savez, une pièce qui joue 2500 fois, c'est très très rare. C'est pas eu depuis 25 ans. Et il ne faut pas se dire, toutes les pièces que je vais écrire vont... Une pièce qui se joue 500 fois, à l'heure actuelle, c'est déjà un très très beau succès. Oui. C'est vrai que vous êtes un inquiet de tempérament? Ah oui, totalement, oui. Depuis toujours, et je crois que je ne vais pas changer finalement. Et le succès, ça vous libère pas? Ça vous rend pas plus à l'aise? L'inquiétude croît au fur et à mesure des années? L'inquiétude, elle n'est pas axée uniquement sur la profession. L'inquiétude... Elle est métaphysique. Un tempérament inquiet, c'est pas un tempérament qui se dit « Oh là là, si je réussis demain, si ma pièce fait 1000 représentations, oh là là, si je gagne tant d'argent, oh là là, si je fais telle chose, mon inquiétude va tomber. » Pas du tout, l'inquiétude c'est fondamental. L'inquiétude c'est comme le vertige. C'est pour ça que les gens qui me disent « Mais pourquoi t'es inquiet? Ben t'es heureux, qu'est-ce qu'il te faut ?» Je dis, mais vous me faites marrer, c'est comme si j'étais au 8e étage d'un immeuble, que je regarde dans le vide et qu'on me dise, mais pourquoi t'as le vertige? Parce qu'on a le vertige, et on est inquiet comme ça, et on en souffre, et oui, c'est un petit peu pathologique, c'est sûr. Je voudrais vous demander, c'est dans 2 mots, là, de nous rappeler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, La Cage aux Folles. Alors, rappelez-nous en 2 mots, là, l'intrigue. C'est l'histoire de 2 messieurs qui ont un cabaret de travestis, dont l'habitude est de s'habiller en femmes aussi pour faire leur métier, qui ont effectivement des manières un petit peu féminines aussi, et leur fils doit convoler en juste noces avec la fille d'une famille très très bourgeoise, et quand je dis très bourgeoise, d'une façon très, très rigoureuse, très rigoriste, et à l'occasion de la venue de ses beaux-parents, ils essaient de retrouver les caractéristiques fondamentales de la masculinité. Alors, je vous avais demandé de réfléchir un peu sur votre panthéon, comme je le demande un peu à tous mes invités, et vous m'avez dit que de manière générale, vous n'aviez pas tellement envie de dire pour qui comme ça, vous avez de l'admiration, vous n'aviez pas des admirations a priori pour X ou Y. Vous savez, les panthéons, ce qui m'énerve toujours un petit peu, enfin ce qui m'énerve, non, chacun a le droit de penser ce qu'il veut et d'avoir des opinions définies, c'est que les interviews ou les questionnaires qui consistent à dire quel est votre musicien préféré, quelle est votre littérature préférée, alors ça tombe comme une sentence, Stravinsky, Boulez, boum, Monet, Picasso, boum. Bon, non, alors vous m'avez dit Vialat. Beaucoup moins simple que ça. Je dis Vialat parce que... Il faudrait dire un mot qui est Alexandre Vialat. Non, je dis Vialat comme je dis Marcel Aimé, comme je dirais Blondin, comme je dirais Jules Renard, c'est-à-dire ces gens qui sont Figaro, c'est-à-dire qui s'efforcent de rire pour ne pas pleurer, et avec les pleurs qui sont chez l'un ou chez l'autre plus ou moins en exergue. Voilà. Et Vialat est un homme comme ça, une espèce de
C'est un grand auteur. D'abord, c'est un monsieur qui écrit fort bien. Un auteur de nouvelles. Il a écrit des romans, dont un qui s'appelle Les fruits du Congo. Et c'est un auteur, c'est un homme qui écrivait des feuilletons dans les journaux, dans les hebdomadaires, dans les quotidiens aussi. Et c'est un poète. C'est en même temps un burlesque par le ton. Parfois, et c'est un homme profondément désespéré. Alors vous nous en lisez un ou deux extraits. Je vous dis simplement, bon, vous voyez, sa définition de l'homme, l'homme pour lui c'est un animal à chapeau mou qui attend l'autobus 27 au coin de la rue de la Glacière, voyez-vous. C'est tout, ça dépeint exactement ce qu'il est. Et puis, il y a... c'est du Pierre Dac en plus désespéré. Voilà, et puis il faisait des éphémérides aussi. Oui. Alors, il dit dans un éphéméride, le soleil brille, mais l'air est frais, le soleil vient d'entrer dans le signe du bélier. Quelle imprudence! Cette aventure ne présage que plaies et bosses. Les enfants du bélier, assurent les astrologues, ressemblent à Robic et à Ninon de l'Enclos, à la Doumègue, à Napoléon III, à Georges Sand et à Lénine. La hache, le pic, la pioche, le couteau, le burin sont leurs instruments préférés, sans compter le marteau à glace et le couteau à ciseler les radis. Tout est à craindre. Ils perdent l'œil comme Henri II dans les tournois et parfois la tête comme Landru. Ils tombent au fond des précipices, ils meurent asphyxiés comme Zola ou tués comme Paul Doumer par un aliéné slave. Leurs parents, dès leur plus jeune âge, leur prédisent qu'ils mourront un jour sur l'échafaud, n'espèrent plus que dans le recours en grâce et militent contre la peine de mort. Bref, les béliers feront sagement de porter constamment sur leur tête un casque de motocycliste, de vérifier le tirage de leurs poils, de fuir les tournois, les précipices, les écrivains, les veuves, les slaves et les patriotes ukrainiens. Ils se feront une règle absolue de ne jamais se laisser aller impulsivement à présider la République. Ils devront se méfier toute leur vie de leur jeunesse. Quand on est jeune, c'est pour longtemps. Les femmes du bélier, autour de la quarantaine, se mettront à ressembler à Bismarck. Voilà. Oui, et puis alors, il y a dans... Dernier extrait, oui, dans un ton un petit peu plus désespéré. Le premier de l'an date de la plus haute antiquité. Si loin qu'on remonte dans l'histoire de la Terre, les années ont toujours fini à recommencer. Si bien que le premier de l'an date de bien avant l'homme. Il en a pris une majesté considérable. Il ne cessera que le jour où la Terre, qui tourne à une vitesse terrible, sera usée par le frottement. Son rayon diminue chaque jour. Chaque jour rapproche donc l'homme du centre de la Terre. Le dernier jour, n'ayant plus de support, il tournera autour de ses pieds. Finalement, il mourra de vertige. En attendant, il meurt de chagrin. Les trois quarts des hommes meurent de chagrin. C'est Buffon qui l'a constaté. Ce n'est pas un diagnostic, c'est une information scientifique. Voilà, l'homme vit d'espoir et il meurt de chagrin. Il ne reste plus de lui dans le couloir qu'un chapeau mou sur une patère et dans la penderie un raglan, couleur griffère, en l'Odène du Tyrol. Quelquefois, un rayon de soleil passe par l'imposte de la porte qui donne sur le perron du jardin et vient se poser comme un doigt jaune sur le chapeau mou. Il n'en tire aucun reflet car l'étoffe est trop terne. L'homme, de son passage sur cette terre, laisse derrière lui un sillage gris, une pénombre de vestibule, un chien sans maître et une porte fermée. C'est assez désespéré, quand même. Totalement. Et vous vous reconnaissez là-dedans? Un petit peu. Ah oui. Alors, c'est comme ça qu'il faut écrire. Vous regrettez pas, vous, de ne pas avoir écrit de livre? Oh, je regrette de ne pas avoir écrit de livre, je regrette de ne pas avoir chanté Werther, je regrette de ne pas avoir mis en scène le vaisseau fantôme. Oui. Je regrette beaucoup de choses. Enfin, c'est peut-être pas fini. Chanter Werther, ça c'est fini. Chanter Werther, oui, je crois que c'est trop tard. Chanter le père de Werther, maintenant, ou le bailli à la rigueur, je ne peux plus chanter ni Werther. Non, mais bon, vous écrivez des pièces de théâtre, vous auriez pu écrire un livre, oui. Sérieusement. Oui, bien sûr. Bah, peut-être que je suis plus orienté sur le théâtre, peut-être que j'écrirai un livre un jour. Le théâtre... Je crois que le livre, il faut avoir un... pour moi, j'écrirais vraiment un bouquin que je sentirais totalement, qui sera une libération, peut-être la libération d'une nostalgie, d'une forme de neurasthénie. Pour moi, le théâtre, c'est le contraire. Je fais du théâtre parce que avant, j'essaie de ne pas faire du théâtre qui soit une recette, parce qu'avant d'essayer d'amuser un public, j'ai envie de me donner du goût à vivre en écrivant des choses gaies. C'est pourquoi j'écris des choses que j'espère gaies. Oui, je crois qu'elles le sont. Alors, vous avez demandé à un autre invité de venir sur ce plateau. Ah oui. Et on va lui demander de venir nous rejoindre, Monsieur Legrand, si vous voulez venir nous rejoindre. Et dites-moi un peu qui il est et pourquoi vous avez eu envie de l'avoir ici. Ben, j'ai eu envie de l'avoir parce que
pour deux raisons différentes. Michel Serrault et Monsieur Legrand représentent la vie. Monsieur Legrand est un amoureux du vin. Vend du vin, mais c'est presque péjoratif de dire vend du vin parce que il n'est pas un commerçant, il vend des choses qu'il aime. C'est un esthète, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Et vous allez le voir et vous et je vais le voir. Non pour lui acheter du vin, mais pour parler avec lui, c'est ça? Je vais le voir, oui, je vais le voir chaque fois que je peux, j'essaie d'aller le voir. Je me méfie un petit peu du tournant du vin nouveau, c'est-à-dire quand au mois d'octobre, novembre, le Beaujolais nouveau arrive, parce que on descend dans sa cave et on goûte le vin nouveau. Et comme Monsieur Legrand exerce tout à côté du Palais Royal, j'ai eu un jour comme ça l'expérience d'une soirée difficile, parce que j'avais été faire une petite... Il faut mieux y aller après le spectacle. Un petit goûter de vin. Enfin, vous le servez en fonction de... Non, ça sont des rapports... j'ai demandé à Monsieur Legrand de venir justement parce que ce ne sont pas des rapports de Poiret, Legrand, je veux dire, il y a Carmet aussi, il y a tous les fous du vin qui viennent. Notre dénominateur commun, c'est que moi qui, alors, je le redis, suis un inquiet, Monsieur Legrand est l'organisateur de mes moments de joie. Alors, je ne vais pas faire l'apologie de l'alcoolisme, ça serait malvenu, et je ne suis pas un alcoolique, mais quand même, les moments de joie viennent de lui. Mes moments de joie, moi, c'est quand j'ai fini mon boulot le soir, à minuit, d'ouvrir une bouteille, d'ouvrir un Bordeaux, d'ouvrir un petit rouge de Loire qu'il m'a conseillé parce qu'il sait que ça va me plaire, il sait que je vais avoir chaud au cœur avec ça. Et ce sont ces moments-là qui sont les meilleurs parce qu'il y a l'espèce d'inhibition de tous les soucis qui se fait à travers le vin, à travers une petite goutte d'Armagnac, et c'est là qu'il est extraordinaire parce que où il est un artiste, et c'est la raison pour laquelle il est, c'est que Monsieur Legrand m'a dit un jour, il dit moi je me refuse, je ne vais pas citer les grands châteaux, faire de contre-publicité, il dit moi je me refuse à vendre tel château à des prix aberrants parce que c'est amoral. Il dit mais goûtez-moi ce petit cru, c'est un plan que je connais, j'ai été le goûter moi-même. Je le vois comme ça bouger depuis quelque temps, depuis quelques années. Goûtez-moi ça, vous allez m'en dire des nouvelles. Et alors c'est la découverte. C'est la découverte parce qu'effectivement, il y a toujours la possibilité, avec beaucoup d'argent, de se dire je prends un château Schmitt-Massin, 1975, mais voilà. C'est là que je veux en arriver. C'est là qu'est le côté épicurien de la chose. Et c'est là qu'il est important. On va le remercier d'être venu nous dire tout ça. On va ajouter aussi qu'il a, je crois, le prix de la plus belle devanture de Paris. Ah oui. Dans le quartier du Palais Royal. Et il a une boutique à l'ancienne qui réjouit le cœur. Vous auriez bien envie de donner l'adresse. Autant que c'est 20 à bas. On le fera pas. Bien, Monsieur Legrand, je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, l'actualité, moi j'avais bien envie de vous en parler parce que j'en parle à tous mes invités, qu'elle est quand même chaude. Enfin, il y a l'actualité triste. L'actualité est une chose qui, par définition, est toujours chaude. Oui, toujours, par définition, absolument. Non, mais l'actualité froide. Absolument. Mais seulement, disons qu'elle est plus ou moins présente selon les semaines et que cette semaine de l'attentat contre le pape, qui est une chose triste, l'actualité politique qui est ressentie différemment selon les individus, j'avais un peu envie de vous en parler. Et quand je vous ai dit, j'aimerais bien que vous parliez de ça, vous étiez un peu réticent, parce que vous m'avez dit, au fond, que les gens du métier, c'est pas leur métier de parler de ça. Non, je dis pas que c'est pas leur métier, alors c'est une opinion totalement personnelle. Je crois que, mais ça dépasse le cadre de la politique, je crois que les gens de notre métier, souvent, se répandent trop et perdent de leur mystère. Il ne s'agit pas de dire attention, nous sommes sur un piédestal et nous ne voulons pas nous commettre et nous ne voulons pas être comparés avec un ciseleur, un plombier ou un pharmacien. La question n'est pas là. Je trouve que nous faisons un métier de rêve. Je trouve que nous faisons un métier où le rêve entre en ligne de jeu. Je trouve que quand on va voir quelqu'un sur une scène, qu'il joue un vaudeville, qu'il joue la cerisay ou qu'il chante la traviata, c'est un élément qui ne doit pas traîner autre chose après soi. Le public quel qu'il soit, quelque opinion qu'il ait, doit voir
un personnage sans se dire, sans qu'il y ait derrière le côté « Ah oui, mais il est marqué comme ça de tel et tel côté ». Je trouve que c'est une erreur fondamentale. De même que je trouve que c'est une erreur fondamentale de se balader à longueur de page avec ses enfants, ses femmes successives, sa maman. C'est une idée totalement personnelle. C'est-à-dire que vous ne signez jamais rien, vous n'êtes pas un homme... Parce que je crois que je serais capable de m'engager dans une vraie bagarre, mais qui ne représentera pas mon nom dans les journaux, ni ma photo à la une. Je le ferai d'une façon anonyme. Voilà, je crois que la vie doit être préservée. Je crois qu'il y a deux choses différentes et qu'il faut rester... Vous savez, en France, mais ça n'est pas par crainte de quoi que ce soit, mais il est bien certain qu'un public juge en fonction des options de chacun. Un public juge en fonction s'il sait, je parle même plus politique, s'il sait qu'un tel est un personnage bizarre, qui divorce souvent. Bon, il y a toute une partie du public qui va faire « Oh bon, qu'est-ce que c'est que ce type qui divorce tout le temps ?» Un tel va avoir abandonné son enfant ou ne pas s'en occuper. On va dire « Oh, qu'est-ce que c'est que cette mauvaise mère ?» Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, alors... Vous voulez qu'on vous juge pour ce que vous faites et pas forcément sur ce que vous êtes. Absolument. Bon, cela dit, quand vous regardez la télévision, vous souriez quelquefois en regardant les hommes politiques, non? Parce qu'ils emploient souvent des procédés d'acteurs. Je ne souris pas, c'est maintenant enfoncer les portes ouvertes que de dire ça. Je ne souris pas en disant ça, mais force est de constater que les hommes politiques, de quelque tendance qu'ils soient, sont obligés... Et vous les regardez un peu en acteurs, comme regardant des acteurs. Ah, mais voilà. Bien entendu, et je suis sensible au coup par coup aux arguments selon leur qualité d'interprétation. Mais il est bien certain, ils le savent très bien, il est bien certain qu'entre les discours politiques du haut d'une tribune des années 20 ou 30 serait à la limite impossible, impossible maintenant. Et plus on avance en gros plan, voyez-vous, comme ça sur une tête, plus fondamentalement on a le besoin d'être sincère. Et on a fait l'expérience, je ne sais pas. Moins la sincérité est grande, moins elle passe. Il faut être en tout cas ou être profondément convaincu, ou être profondément sincère, ou jouer merveilleusement. Ou jouer merveilleusement la sincérité. Mais nous jouons tous, Quelqu'un qui vend un aspirateur doit être merveilleusement sincère. Ça doit venir des tripes. Tout ça doit venir de loin. Et c'est peut-être une chance politique internationale, c'est que ou ils seront de merveilleux acteurs, ou bien ils seront formidablement vrais. Et voilà. Vous en avez fait un film un peu de ça, quoi. Vous avez inclus la politique dans un film. Un peu de ça, oui. Oui, elle s'appelle La gueule de l'autre. Voilà. Vous nous en dites un mot avant qu'on voit l'extrait. La gueule de l'autre, elle met en scène un personnage qui est un double rôle, joué par Michel Serrault, qui représente un homme politique comme ça, très austère, très rigoriste, et qui subitement a peur parce qu'il a trempé dans une magouille avant d'être chef de parti, et ses acolytes reviennent un petit peu à la surface. Et alors il a une idée, comme il a un cousin qui lui ressemble beaucoup, c'est de mouiller son cousin et pour les meetings, pour les choses un petit peu dangereuses. Et pour des émissions de télévision aussi. Et pour des émissions de télévision, de mettre son cousin en avant. Et l'autre prend au fur et à mesure sa personnalité. Jean Poiret, je vous remercie de cette émission que vous avez passée avec nous. Je crois qu'on n'a pas essayé de trop violer votre pudeur, parce que Ah non. Ça va. Non, vous vous sentez bien. Je me sens bien, je ne porterai pas plainte, en tout cas pour viol, non. Bon, et après, joyeuse Pâques, vous jouez jusqu'à quand? Jusqu'au 15 juin. Jusqu'au 15 juin, et après vacances. Nous reprenons au mois d'octobre. Ça va recommencer comme la cage aux folles, vous en avez pour... Pas quand même, enfin oui, ça marche très bien. La cage aux folles, je n'aurais peut-être pas quand même l'allant pour aller... La santé pour aller encore tant d'années. Alors, vous aurez l'été pour écrire cette pièce pour Michel Serrault, peut-être aussi pour vous. En tout cas, on se retrouvera sûrement, et je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Mais merci à vous, c'était très agréable. Je reviendrai quand vous voudrez. Je porterai à manger la prochaine fois, un petit panier repas. Et je vais vous laisser aller faire vos mots croisés au théâtre. Merci Jean Poiret. Merci.